Alors, il faut savoir que les cervicides sont souvent asymptomatiques. Donc là, le fait qu'il y ait très peu de symptômes ne soit pas gênant. Par contre, une inflammation au niveau cervical signe souvent la cervicite, surtout avec une pesanteur pelvienne. Donc, c'est une infection génitale basse. Je suis d'accord. Donc, vous avez quand même vachement de mots-clés, c'est pas mal. Donc, comme quelqu'un m'a dit, causé par ces trachomatismes, bien sûr, il faut mettre le nom de la bactérie en entier. Donc, le sérotype DAK. Donc là, on est très clairement en présence d'une IST. Est-ce que ceci est un élément de réponse qui conviendrait à tout le monde si on devait définir le diagnostic? Pourquoi non? Ça vous va pas du coup Ah bah oui, il faut mettre les arguments. Bah du coup, je vous écoute. Terrain, jeune femme active sexuellement, ça j'adore. Donc du coup, c'est ce qu'on appelle un critère étiologique. Donc rapport sexuel non protégé. Anamnèse découverte fortuite. Oui, en effet. Alors ça concorde totalement parce qu'en effet, c'est une pathologie, la cervicite, qui est des fois, même à, je crois, plus de 80 asymptomatique chez les femmes. Alors du coup, on a dit l'étiologie, donc on a des rapports sexuels non protégés, d'accord. Au niveau épidémiologique, j'ai cru voir quelque chose comme quoi c'était la première bactérie en cause d'une IST. C'est le trichomonas qui est le premier responsable, normalement. Non, au niveau de l'IST bactérienne, c'est le trachomatis pour le coup. Ah oui, mais IST, je veux dire de manière générale. Il me semble que c'est quand même, si je dis pas de bêtises, trachomatis et le gonocoque sont vraiment en expansion. Après, je ne connais pas entre les viraux, etc., lequel se situe en premier. Pardon. D'accord. Alors, au niveau épidémiologique, il y avait aussi que c'était un portage asymptomatique. Au niveau chronologique, il y a quelqu'un, je crois, qui m'a donné l'incubation. Apparition 2 semaines après le rapport en incubation de chlamydia, je suis totalement d'accord. Donc, c'est une incubation chlamydia de 1 à 6 semaines. Donc, du coup, ça concorde totalement. Alors, Marion, du coup, pas de coloration gramme, germe intracellulaire suspecté et PN pour l'inflammation, c'est hyper bien, mais ça, du coup, on va les ranger côté plus biologie. Alors, désolée, je suis un peu lente à écrire. Donc, personne ne m'a donné la clinique. Qu'est-ce que vous auriez mis comme mot-clé à ce niveau-là? Aussi symptomatique, ouais. Oui, bah oui, cervicite, du coup. Et du coup, la cervicite, pourquoi vous avez conclu sur ça? C'était quoi les 2 informations? Inflammation cervicale, ouais. Plus la pesanteur. Bah, je pense qu'on n'est pas trop mal. Est-ce qu'il vous manquerait quelque chose? Ou est-ce que vous avez rajouté quelque chose sur votre copie en plus? J'ai décrit la bactérie. Ah, génial. En effet. Alors du coup, je t'écoute. J'ai mis, je sais pas si c'est vrai, mais je te le dis quand même. Bactérie atypique, intracellulaire obligatoire, Ouais. encapsulée non sporulée. Non sporuline non capsulée, c'est ça que tu m'as dit? Oui. Ouais. Et j'ai mis mobile. Je suis pas trop sûre. Alors malheureusement pour toi, elle est immobile celle-ci. Mobile. Ok. Mais franchement, c'est hyper bien. Et du coup, est-ce que tu vois d'autres petites choses à lui rajouter à cette bactérie? Si tu veux, pas de coloration gramme, pas de Ouais. culture.
Et est-ce que tu peux la retrouver aussi au niveau animal ou c'est vraiment qu'humain? Strictement humain. Ouais. Et j'ai mis aussi dans la bio du fait, il y a écrit aucune coloration gramme, j'ai mis exclu le gonocoque. Ah, génial. Mais ça, du coup, on va peut-être pouvoir aller le mettre du côté des diagnostics différentiels. Ok. Mais Mais sinon, en fait, j'ai pas mis diagnostic différentiel parce que la deuxième question, elle dit qu'elle pourrait être autre chose. Enfin, je sais pas si oui, quel pouvait être l'autre germe en cause de la cervicite. Mais après, dans le diagnostic différentiel, il y a aussi, par exemple, les dysbioses vaginales. Ok. Ok. Et tu as mis PNM, car inflammation, et on peut dire aussi que c'est typiquement infection bactérienne. Oui. Bah, tu vois, c'est pas mal du tout, hein. C'est très logique, très bien d'ailleurs d'y avoir pensé aux caractéristiques parce qu'à aucun moment, après, dans d'autres questions, je vous le demandais de donner celle de Trachomatis. Donc, du coup, c'est top. Et du coup, bah, la suite de la question, c'était... Alors, elle disait, oui, après, dans les autres germes, tu pouvais mettre le tréponéma, tu pouvais être aussi le mycoplasme. Il faut savoir que même s'il n'est pas au programme, c'est aussi des bactéries qui peuvent être responsables d'infections sexuelles transmissibles. Et là, en plus, on vous disait qu'il y avait une recherche de mycoplasme qui était négative. Alors, il faut savoir que moi, je donnerais le point si vous m'avez au moins cité un germe et que vous m'avez expliqué pourquoi ça ne collait pas. Donc voilà, il n'y avait pas non plus besoin de faire... Alors, une dysbiose, bah, là, très franchement, c'est une personne qui a des rapports sexuels non protégés. Donc, du coup, ça t'amène forcément un peu sur une infection sexuellement transmissible. Après, lors des dysbioses, on aurait pu retrouver des bactéries. Et on vous a aussi parlé de la flore, dans quel état était la flore vaginale. Là, ce n'était pas du tout le cas. Donc, ça ne pouvait pas être ça, mais bon, ça aurait pu être une raison de diag. Donc, il ne faut pas hésiter à le mettre dès qu'il y a quelque chose qui peut vous y faire penser. Donc, du coup, la suite de la question, c'était le cycle de multiplication. Est-ce que quelqu'un connaît celui de Trachomatis, qui est d'ailleurs l'un des seuls à connaître au niveau bactérien? Parce qu'il y a déjà eu des questions au concours dessus. De forme CE et CR, ouais. Donc, juste pour information, CE, c'est le corps élémentaire, sa forme extracellulaire infectieuse, et CR, c'est le corps réticulé, sa forme intracellulaire non infectieuse. Et du coup, bah, comment ça se passe? Lequel intervient en premier? Est-ce qu'il y en a un qui rentre dans la cellule? Est-ce qu'il y en a un qui ressort de la cellule? Donc, ouais, donc en premier, on a l'entrée du corps élémentaire dans le cytoplasme de la cellule hôte. Après, qu'est-ce qui se passe? Il devient CR. Je suis totalement d'accord, il devient le corps réticulé. Après, ça se multiplie. Et ça se multiplie où? Multiplication intracytoplasmique, ouais, dans les inclusions. Après, ça se revient en corps élémentaire et bam, le CE sort de la cellule par éclatement. Et quelle est la durée du cycle de multiplication à peu près? 48 à 72 heures, c'est très bien. Bah, franchement, vous connaissez vachement de choses, hein, c'est vraiment pas mal. Bon, du coup, pour la première question, est-ce que tout le monde est OK? Ou est-ce que vous avez encore ajouté des choses en plus? Ou est-ce que vous avez des questions parce que vous n'aviez pas trouvé les bonnes choses?
Donc non, tout le monde est OK, c'était tout bon pour tout le monde. Bah, du coup, je vous propose qu'on passe à la question numéro 2. C'était: quel autre germe peut être en cause dans ce type de clinique? Quelles sont les conditions de culture? Du coup, quel est le deuxième germe qui est responsable de cervicite? Le gonocoque, oui, notre cher ami. Donc le gonocoque, c'est quoi son petit nom? Neisseria gonorrhoeae. Ouais, sans faute d'orthographe. Il faut savoir que le jour du concours, si jamais vous mettez des fautes d'orthographe sur le nom des bactéries ou des parasites ou autres, c'est 0. Alors, le gonocoque, mais il ne prend pas la cologramme. Oui, en effet, il ne prend pas la coloration de gramme, mais ça peut être un autre germe qui peut être en cause sur ce type de clinique. Donc, sur le type de clinique de la cervicite, en fait, il y a 2 pathogènes, Trachomatis et le gonocoque. Donc là, du coup, on sortait du cas purement de la dame et on partait plus sur de la question de cours. Donc ça, faites gaffe au concours, ils peuvent être assez friands de vous poser, par exemple, quel est le diagnostic et sur la question d'après, quelles sont les autres étiologies possibles ou quel est l'autre germe responsable, pouvant être responsable de la pathologie. Et là, dans ce cas-là, ça vient de la question de cours et on sort complètement du cas de la dame. Donc, co-infection à 20%, oui, tu as totalement raison, Athénaïs. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va les rechercher ensemble quand on fait une recherche JST. Bah, donc, du coup, vous avez juste répondu le gonocoque. Non, il faut le décrire. Ouais, tu décris la bactose. Bah, totalement d'accord. Donc, cocci-gramme. Non capsulé, non sporulé. Ouais. J'ai mis immobile. Ouais. J'ai mis aérobie. Alors, est-ce que c'est une aérobie facultative ou stricte? Je dirais facultative. Ah, dommage. Strict? Ouais. Oh. J'ai juste mis... Ok. C'est pas grave, hein, t'en fais pas. Ouais. J'ai mis bactéries exigeantes. Ouais, donc ça, c'est plus côté culture. Du coup, et après, j'ai enchaîné sur la culture. Ouais, bah du coup, tu la cultives comment, ta bactérie? J'ai mis gélososant enrichi en polyvitex et sélectif au gramme moins. Ok. C'est un peu pas ordonné. Attends, gélose au sang enrichi. Plus VCN et V4. Ou V4. Et du coup, ça te permet de faire quoi? De sélectionner gramme moins. Ouais. J'espère que tu as mis quelle était les significations de VCN et V4. Alors, vancomycine, colistine, VCN. Ouais. Et V4, c'est vancomycine, colistine, amphobé. Et attends, VCA, c'est VCAT, c'est vancocolistine, amphocytocine B et triméthylprine. Et VCN, vancomycine, colistine et néomycine. Ah oui, j'ai oublié un dans chaque. Ok. C'est pas grave. Si vous voulez, on est en train de revoir la fiche, l'énorme tableau récapitulatif des bactéries et on va vous mettre les significations de VCAT, VNC et il y en a 2 autres aussi à connaître. Okay. Comme ça, vous les aurez avec les... Alors, néomycine ou nistamie, pardon. Moi, j'ai néomycine de mon côté. Peut-être une errata de ma part. Si tu veux, Léo, je vérifierai ça après la colle. Et du coup, j'ai mis en présence de CO2. Combien de pourcentage de CO2 tu veux mettre dedans? J'ai mis 5 à 10. Ouais, je suis totalement d'accord. À 37 degrés. Et tu laisses incuber ça pendant combien de temps? 24 à 48 heures. On est plus proche des 72 quand même. Ok. Celle-ci, il faut au moins 72 heures pour commencer à voir quelque chose. Ok.
Et du Et coup, sur la couleur de la colonie, je suis pas sûre, mais j'ai mis observation de colonies à bord irrégulier grise. ouais, tu as totalement raison. Et les colonies, elles sont brillantes, elles sont mates, peu importe. Translucide? Ouais, elles peuvent être brillantes ou mates. Ok. Alors du coup, ouais, t'as pas eu tort. Donc c'est une gélose au sang cuit, il faut bien le préciser, Ok. qui est enrichie en effet et qui comporte après VCAT ou VNC pour rendre la gélose sélective en cas de prélèvement polymicrobien, ce qui est le cas de la flore vaginale, parce que vous allez avoir beaucoup de choses dedans. Qui se met bien en culture à 5 à 10% de CO2, une incubation d'au moins 72 heures à 35 degrés, entre 35 et 37 degrés. Au niveau identification macroscopique, donc on a une colonie qui est grisette à port régulier, brillante ou mate. On peut aussi identifier par galerie biochimique ou par spectrométrie de masse. Donc c'est le MALDI DOF. Est-ce que certaines personnes avaient rajouté d'autres choses? Moi, j'ai rajouté gamma GT moins, maltose moins. Alors gamma GT moins, ouais, et j'ai pas entendu le deuxième. Maltose moins. Maltose moins aussi. Hein. Ouais. Est-ce qu'on Voilà, pouvait c'est encore ménagé. mettre autre chose? Oxydase plus, catalase plus et DNase moins. Bah, c'est nickel. Alors Marion, tu as mis la PCR aussi pour le génome bactérien. C'est dommage parce que du coup, tu réponds à la question numéro 3. Mais oui, en effet, pour après faire une identification finale, on va aussi par PCR. Est-ce que d'autres personnes ont mis d'autres choses supplémentaires? Glucose plus, oui. Oh, bien joué. Bah, moi, très franchement, c'était alors en dehors de cette partie-là que j'attendais pas spécialement, mais c'est hyper bien que vous y ayez pensé. Tout le reste, c'est ce qu'il fallait rajouter sur sa copie pour avoir les points. Donc du coup, la question 3, c'était quel examen au singulier permet de poser le diagnostic de certitude de l'agent mis en cause? Donc là, on revient à Notre-Dame et à son infection à Trachomatis. L'antibiogramme sera-t-il nécessaire pour déterminer le traitement? PCR, oui. L'examen de certitude est la PCR. Donc ça peut être une PSR simple, mais on ne va pas se mentir, comme de toute façon, dans tous les cas, on va aller chercher le gonocoque. Ce sera une PCR qui sera couplée avec la détermination du gonocoque par identification d'état AN. Ou si on ne veut pas faire qu'une PCR chlamydia et gonocoque, on a aussi les PCR qui sont dites les PCR multiplex dites syndromiques qui, elles, vont aller bâcler un énorme éventail de pathogènes. Et là, je crois que si je ne dis pas de bêtises, il y en a 5 ou 6 de recherchés dans la PCR. Alors, l'examen de certes, alors le Maltildorf, déjà, il faut savoir que le spectrométrie de masse, tous les laboratoires ne l'ont pas. C'est chiant à faire. Alors que la PCR, comme en plus, elles sont, il y a beaucoup de choses qui sont commercialisées, tu as vraiment juste à mettre le tout, attendre, ça dure à peu près 3 à 4 heures, une PCR, et ça va te donner directement le résultat. Soit il est positif, soit il est négatif. Et en plus de ça, tu peux aller rechercher plein d'agents bactériens en même temps. Enfin, bactériens, plein d'agents responsables d'une IST. Et du coup, vraiment, l'examen de diagnostic de certitude pour le chlamydia, c'est vraiment la PCR. Alors oui, pour l'identification, tu peux faire une spectro de masse, comme tu peux faire une galerie biochimique, mais ça ne reste pas l'examen de certitude.
Alors oui, en effet, PCR, normalement, vous êtes censé mettre que c'est une polymérase chain reaction, parce que c'est une abréviation. Du coup, c'est du diag direct. Pour moi, oui. Pour moi, le diag indirect, c'est tout ce qui est sérologie. Et le diag direct, c'est tout ce qui est culture et PCR, normalement. Et donc, du coup, est-ce que notre petite chlamydia, on fait un antibiogramme comme ça, pépouze Alors, il faut savoir que le diagnostic de certitude, c'est certainement pas d'aller rechercher d'antigènes spécifiques. Juste, moi, j'ai précisé le prélèvement pour la PCR. Alors là, dans tous les cas, on vous disait que c'était l'endocole. Ah, Le prélèvement, tu sais lequel c'est. Alors par contre, si jamais on vous dit rien du tout et qu'on vous demande poser le diagnostic, enfin, quels sont les examens à mettre en œuvre pour poser le diagnostic, en effet, il faut toujours parler de quel type de prélèvement on peut utiliser. Donc prélèvement de l'endocole, premier jet d'urine. Puis bon, pour d'autres bactéries, ça peut être par exemple le LBA, le LCR, etc. ok, merci. Alors, si tu parles du gonocoque, oui, en effet, tu peux faire un antibiogramme, mais sauf que là, si c'est l'agent mis en cause, est-ce que tu fais un antibiogramme sur Trachomatis? Non. Et du coup, pourquoi c'est pas réalisable sur Trachomatis, l'antibiogramme? Alors, tout à fait d'accord avec toi, Guillaume, parce qu'il n'y a pas ou peu de résistance acquise et elles sont extrêmement rares. Par contre, il faut savoir que la culture existe. C'est une bactérie qui est cultivable, mais elle est extrêmement compliquée à mettre en œuvre parce que vous êtes sur des cellules très particulières et que du coup, elle n'est pas réalisable en routine. Alors, sommet une réponse juste et par la suite un élément faux. Est-ce que tout est faux? Tout Alors, si tu as répondu vrai pour la PCR, oui, je compte. De toute façon, les points sont comptés par mots-clés. Donc, si tu as mis examen de certitude PCR, je te compte le point. Après, si tu mets que antibiogramme sur trachomatis non réalisable, je te compte le point. Si par contre, je sais pas, si tu as mis antibiogramme réalisable, bah là, non, tu n'auras pas le point. Enfin, du coup, je regarderai ta copie, mais comme ça, c'est un peu difficile d'y répondre. Donc la question 3, j'attendais pas spécialement plus d'informations parce que dans tous les cas, il n'y avait pas d'antibiogramme réalisable. Donc vous pouvez pas me dire bah ça se fait sur tel type, avec tel type de technique, sur tel type je vais y arriver, de gélose, etc. Mais si par exemple on avait demandé ça pour une bactérie qui avait un antibiogramme réalisable possible, il fallait pas oublier de mettre s'il y a une gélose de prédilection, laquelle c'est, et par exemple, s'il n'y a pas de question qui suit dans le dossier, de mettre au moins les résistances naturelles connues ou les résistances acquises qui sont vraiment connues chez ce type de bactéries. Donc la question 4. Donc là, on arrive un peu plus côté antibio. Donc on vous précise que l'affection sera traitée de façon probabiliste. De toute façon, c'est souvent le cas. Chez les IST, on traite de façon probabiliste. Et que si jamais la clinique n'est toujours présente et qu'on peut faire un antibiogramme, on le réalisera parce que peut-être que la bactérie est résistante. Donc là, on traite par doxycycline péros pendant 7 jours associé à une injection de ceftriaxone intramusculaire en dose unique. Donc on vous demandait de préciser à quelle famille appartiennent les substances et quel est leur mécanisme d'action. Du coup, je vous écoute.
Doxy, ATB, tétracycline. Cycline, tétracycline, ouais, je suis d'accord. Bactériostatique, temps dépendant et bactéricide. Ah, du coup, tout le monde n'est pas d'accord là. Elle est bactériostatique ou bactéricide? Les cyclines sont bactériostatiques, temps dépendants. Fixation à la sous-unité 30S du ribosome. Ouais. Alors la 50S, attention, la 50S, c'est les macrolides qui le sont, pas les cyclines. Donc inhibition de la synthèse des protéines bactériennes. Ouais, putain, vous gérez du café. Excuse-moi. La, Oui. la première intention, normalement, c'est l'azithromycine ou ça a changé, c'est devenu la C'est doxycycline? soit l'une, soit l'autre. En fait, les deux sont considérés comme des premières intentions. Azithromycine en dose unique ou la doxy pendant 7 jours. D'accord. Alors attendez, il y a trop de bonnes réponses là, je suis en train de lire. VO 7 jours, eux, il faut. Alors, les œufs étaient à écrire. Ah, bonne question. Est-ce que vous auriez mis les EI? Alors oui, vous auriez pu les mettre. Sachez que moi, ce sera des mots-clés. Enfin, ce sera des points bonus, parce que ce n'était pas la question initiale. Mais en effet, on peut en donner au moins les principaux. Donc, j'ai vu passer photosensibilité, atteinte des dents, myalgie, qui sont déjà pas trop mal, je trouve. Chélation des cations. Ouais. Alors là, du coup, comme c'était pas demandé, vous n'êtes pas obligé de tartiner. Non, c'est bactériostatique. Et donc, du coup, dans les contre-indications, j'ai vu grossesse passer, je crois. Enfant de moins de 8 ans, femme enceinte, en effet, on aurait pu mettre aussi exposition aux UV, allaitement. Là, pour le coup, il y en avait beaucoup qui passaient. Alors oui, tu aurais pu préciser pour quel germe ciblait telle bactérie. D'ailleurs, le spectre est attendu en point bonus. Donc, quel est le spectre de la doxycycline de façon générale, en dehors de ces trachomatis? Tout ce qui est intracellulaire. En effet. Donc, c'est un spectre qui est large, oui. Bah, moi, je pense que vous avez fait le tour, hein, c'est pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça plutôt pas mal. Donc, du coup, on va passer à la ceftriaxone. Du coup, la ceftriaxone, elle se range où? C'est quoi sa famille? Oh là là, Axel, tu performes.
Alors, bêta-lactamine, ouais. Donc, antibiotique bêta-lactamine, céphalosporine de 3e génération. Elles sont bactéricides temps dépendants cette fois-ci. Alors, Romane, je reviendrai dessus juste après si ça ne te dérange pas. Alors, en effet, il y a un effet d'inoculum. Alors, par contre, bactéricide lent, Alizé, je vois pas trop de quoi tu parles. Alors, inhibition du peptidoglycane par analogie des motifs. Ça, c'est dommage parce que c'est les glycopeptides qui ont ce. Là, il faut savoir que tout ce qui est céphalosporine, enfin les bêta-lactamines en règle générale, c'est une inhibition du peptidoglycane par inhibition des enzymes de synthèse. Donc, c'est une inhibition qui est compétitive et irréversible des enzymes de synthèse du peptidoglycane, donc transpeptidase, les carboxypeptidases, les endopeptidases, ce qu'on appelle les PLP. Donc, chez Gram+, l'antibio diffuse de manière passive et chez Gram-, elle doit passer la membrane extérieure par les porines avant de pouvoir arriver à l'inhibition. J'ai rajouté que c'était un substrat suicide. Ouais, en effet. Alors, le substrat suicide, c'est surtout pour les inhibiteurs des bêta-lactamases de mémoire. Ah oui, c'est vrai. Ah, je me suis trompé alors. Non, mais c'est pas grave, hein. C'est pas gênant. Alors, au niveau des effets indésirables, hypersensibilité, colite membraneuse assez difficile, pseudolithiase, hépatotox. Je dois vous avouer que moi, du coup, j'ai pas tout à fait les mêmes. J'ai mis troubles digestifs avec les diarrhées, c'est quand même hyper important parce que c'est un peu l'essentiel de ce que vous fait les antibiotiques, les bêta-lactamines. L'éruption cutanée, l'augmentation des enzymes hépatiques. Donc ça, c'est typique. Là, pour le coup, c'est les 3 effets indésirables très fréquents qu'on retrouve dans le RCP. En effet, il y a aussi l'hypersensibilité. On peut retrouver un peu de néphrotox, mais ça reste moins fréquent. Et merci d'avoir remis la réponse de Florine parce que je voulais justement. Alors, c'est pas hépatotox, c'est une augmentation des enzymes hépatiques. Et c'est quand on augmente les enzymes hépatiques, c'est pas forcément hépatotoxique. Et en effet, merci pour la réponse. Donc, l'inoculum, c'est la quantité de germes inoculés. Certains antibiotiques vont fonctionner aussi bien que vous ayez 3 bactoses que 10 000. Et d'autres vont être très, très efficaces sur 3 bactéries. Mais dès que vous en mettez 3000, et ben, c'est plus efficace. Alors, on peut retrouver une agranulocytose, une anémie hémolytique, sauf qu'il faut savoir qu'avec le ceftriaxone, la fréquence est indéterminée. Par contre, on peut retrouver une éosinophilie, une leucopénie, une thrombopénie. Ça, c'est vrai. Pareil, je ne sais plus, quelqu'un m'avait mis la lithiase. Il faut savoir que c'est une fréquence indéterminée au niveau des effets indésirables, donc c'est vraiment pas quelque chose qui peut être entre guillemets fréquent. Pour la vitamine K, la coagulopathie est possible.
La réaction allergique, oui, c'était l'hypersensibilité qui avait été mise. Et en effet, il a raison. Un effet de Newcomb qui est marqué, l'ATP sera moins efficace, il y a trop de bactéries. Donc lui, il va être plutôt content, la bêta-lactamine, s'il y a très peu de bactéries, parce qu'elle a un effet d'inoculum. Et donc du coup, vous m'avez parlé des EI, donc en effet, vous en avez cité beaucoup. Au niveau des CI, est-ce que vous en connaissez? Il n'y en a qu'une seule d'ailleurs, une contre-indication à l'utilisation de la ceftriaxone. Hypersensibilité, Ouais, allergie. c'est ça. C'est une hypersensibilité soit à la substance active, donc directement à la ceftriaxone, soit à une autre céphalosporine ou à l'un des excipients notés. Et bien sûr, tout ce qui est antécédent d'hypersensibilité sévère à une autre classe d'agents bactériens de la famille des bêta-lactamines, parce que vous savez qu'il y a des réactions croisées qui sont assez colossaux chez les bêta-lactamines. Il me semblait avoir vu dans le collège dans le PILI que justement il n'y avait pas beaucoup d'allergies croisées entre les pénis et les céphalosporines. Normalement, il en existe entre pénicilline, les monobactam, les carbapénem et les ceftriaxone. Après, j'ai pas en tête parce que je sais qu'il y a dans certains ordres de réaction, les pourcentages ne sont pas les mêmes. Mais si, ça existe. D'ailleurs, c'est même mentionné dans le RCP pour le coup. Et la deuxième contre-indication, j'en ai pas parlé parce que je pense que ça ne nous concerne pas trop, c'est tout ce qui est chez les nouveau-nés. En cas bien particulier, d'ictère, d'hyperbilirubinémie, les prémates, etc. Et du coup, est-ce que vous avez à peu près une idée du spectre d'action? Alors large, oui et non. Faudrait surtout que tu me cibles à peu près le type de bactérie que ça va aller toucher. En T-grammes plus, ouais, il n'y a pas que les grammes plus, mais oui, oui. Grammes plus et grammes moins, oui. Alors il faut savoir que la ceftriaxone est habituellement sensible à tout ce qui est aérobie, grammes positifs et grammes négatifs. Donc tout ce qui est Staphylococcus aureus, le Streptocoque pyogenes, Agalactiae, Pneumoiae, et tout ce qui est aérobie, grammes négatifs. Donc au programme, on a la Haemophilus influenzae, le Neisseria gonorrhoeae, le Neisseria meningitis et le Treponema. En effet, on aurait pu peut-être parler, oui, de ces résistances acquises. Si vous vouliez, c'était possible. Donc si jamais un jour vous avez un doute, n'hésitez pas à vous utiliser des RCP où tout était vraiment indiqué dedans. Quelles sont les résistances, quelles sont les espèces naturellement résistantes, sensibles, qui peuvent avoir des résistances acquises dans X pourcentage de cas. Sachez que dans le RCP de chaque antibio, c'est marqué. Et notamment dans les espèces naturellement résistantes, on a les Enterococcus, Listeria monocytogenes, le Pseudomonas, le Clostridium, qui d'ailleurs ne s'appelle plus Clostridium maintenant, mais c'est pas grave, la Legionella aussi. Et du coup, la question 5, donc là, on repartait sur quelque chose d'assez classique des dossiers d'infection, c'est quels sont les conseils de prévention qu'on peut donner à cette patiente?
Juste pour terminer sur la 4, moi j'ai Oui. rajouté qu'on associait toujours le traitement du gonocoque en parallèle du chlamydia. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait. Il y a eu la ceftriaxone. Oui, justement, la ceftriaxone, c'est le traitement du gonocoque et aussi le dépistage et l'abstention sexuelle pendant le traitement. Donc ça, tu le mets dans la prévention ou plus côté traitement? Côté traitement, l'abstention. Ah oui, pendant le traitement. Alors, abstention ou port du préservatif, hein. Oui, oui. Voilà. Alors, ouais, alors, sachant que je peux aussi attendre cette réponse-là dans la prévention, ça, le point était quand même compté. Abstention, je ne sais plus écrire, tout va bien. Donc, du coup, côté prévention, vous mettrez quoi? Qu'est-ce que vous diriez à la dame si vous l'aviez en entretien pharmaceutique? Préservatif, oui. Traiter les partenaires. Dépistage des autres IST. Fidélité. Ouais, c'est... Limiter les partenaires et pratique à risque. Ouais, après, si tu te protèges, normalement, c'est censé passer. Donc là, très franchement, il faut vraiment insister sur le préservatif pour le coup. Vaccin VHB, oui, Papillomavirus aussi. oui. Et un dernier vaccin qu'on peut faire, mais qui n'est pas utilisé dans tous les cas de figure. Enfin, qui n'est pas proposé dans tous les cas de figure, pardon. Oui, le VHA. Alors oui, HPV, comme là, c'est une femme, on n'ira peut-être pas lui faire. En fait, je me souviens plus des nouvelles recos parce que c'est jusqu'à 24 ans, mais je sais qu'entre les hommes et les femmes, les âges ne sont pas les mêmes. 24, pour moi, 24 ans, c'était pour les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Guérissement de 3 semaines après la fin du traitement, ouais, donc on fait un suivi à 3 semaines. Alors, si vous voulez, je pourrais vous remettre la reco pour l'HPV dans la correction. Ah, bonne question. Pourquoi est-ce qu'on fait le vaccin pour le virus de l'hépatite A? Est-ce que quelqu'un sait? Pour les pratiques oro-anales, tout à fait. Parce que l'hépatite A se transmet par le caca, donc voilà. C'est pour ça qu'on propose ce type de vaccin-là. Je trouve qu'on n'est pas trop mal. Donc, pas oublier aussi de parler de dépistage régulier. Et il faut savoir que la recommandation pour le trachomatosis, c'est un dépistage systématique chez toutes les femmes actives de 15 à 25 ans. Donc, en plus, cette patiente rentre totalement dans ce cas de figure. Je trouve qu'on n'est pas trop mal, hein. Franchement, vous vous débrouillez plutôt bien. Non, du coup, pour le VHA, c'était pas un point bonus. Désolée. Ça fait partie des vaccinations à proposer quand même aux patients. De toute façon, vous verrez sur ma grille, les points bonus sont en italique, les points qui ne sont pas bonus ne sont pas en italique. Du coup, est-ce qu'il y a des questions sur ce cas-là, que ce soit des questions entre guillemets de plus de cours ou des questions plus méthodologiques?
Alors, moi, j'aurais plus mis côté traitement quand même, de vérifier la guérison. Plus que côté prévention pure et dure. Mais oui, on aurait pu en parler. Bon, bah, du coup, si tout le monde, plus personne n'a de questions, je vous propose qu'on passe vite fait au QCM. Donc QCM 1, c'était concernant la physio. Dans ce cas de figure-là, qu'est-ce qui est prévention primaire, qui est prévention secondaire, pas trop. Par contre, dans d'autres cas de figure, typiquement avec tout ce qui est infection du CNC, oui. Là, c'est hyper important de bien mettre quelle est la prophylaxie primaire et quelle est la prophylaxie secondaire, et que s'il n'en existe pas dans un des deux cas, de le préciser aussi. Donc du coup, côté QCM, question 1, c'était concernant un physiopathe de la maladie de Willebrand, laquelle des propositions est exacte? Du coup, qui est exact parmi tout ce petit bordel? C'est la B, oui. C'est totalement vrai. Donc, pour rappel, le type 1, c'est une transmission autosomique dominante à pénétration souvent incomplète. Donc, c'est une mutation ponctuelle qui peut toucher plusieurs domaines, donc soit la sécrétion du facteur, soit sa clairance, soit sa protéolyse. Le type 2, on a le type 2A qui est la diminution des interactions plaquettes-facteur de Willebrand, le B qui est l'augmentation de l'affinité plaquette-facteur de Willebrand, le M qui est la diminution de l'affinité plaquettes et facteurs, et le N qui est la diminution marquée de l'affinité des facteurs pour le F8. Ne vous en faites pas, hein, j'ai fait la correction détaillée aussi. Et après, on a le type 3 qui, lui, est une délétion totale ou partielle du gène, soit une mutation non-sens ou une mutation sur le site d'épissage. Donc là, on est vraiment sur une transmission autosomique récessive. Donc, question numéro 2. Concernant les propriétés du monoxyde de carbone, laquelle des propositions est inexacte? C'est la B aussi. Donc, pour rappel, c'est un gaz qui est très diffusible et très lipophile. Question numéro 3. Concernant les propriétés de l'hémoglobine, laquelle des propositions est exacte? La D, oui, c'est totalement ça. Donc, pour rappel, si le pH diminue, l'affinité de l'hémoglobine pour l'O2 diminue aussi, c'est ce qu'on appelle l'effet Bohr. La B n'est pas vraie parce que l'hémoglobine F a une plus forte affinité pour l'O2 que celle adulte, et heureusement, parce que sinon, on ne pourrait pas oxygéner le fœtus. La C, 90% du CO2 est transporté dans le sang sous forme d'HCO3-, 10% seulement transporté par l'hémoglobine même. Et la E, l'hémoglobine, elle a un maximum d'absorption qui avoisine les 554 nanomètres. 340, c'est pour l'écoenzyme NADPH, NADH. Question numéro 4. Donc, on a un homme de Rhésus plus homozygote et de groupe sanguin O, et une femme de Rhésus moins et de groupe sanguin A, qui ont un enfant. Et quelles étaient du coup les propositions exactes concernant cet enfant? B, C et E, ça, la E ne pouvait pas être vraie. Les bonnes réponses, c'est la B et la C. Pourquoi la E ne peut pas être exacte? Vous avez le droit de prendre la parole aussi. Le père
et homozygote pour le Rhésus plus, donc il est forcément grand D, grand D. Et la mère, si elle est Rhésus moins, elle est forcément petit d, petit d. Donc on aura forcément un enfant qui sera Rhésus grand D, petit d, et comme le grand D est dominant, il sera forcément Rhésus plus, il ne pourra pas être Rhésus moins. Tu ne peux pas, parce que le groupe sanguin O, du coup, est récessif, donc tu es forcément OO pour être de groupe sanguin O, et si tu es de groupe sanguin A, tu es soit AA, soit AO. Comme A et B sont codominants, si tu avais eu, par exemple, un allèle A et un allèle B, tu aurais été de groupe sanguin AB. Donc les bonnes réponses, c'était la B et la C. Alors ça, c'est question typique du concours. Ils s'amusent à vous la mettre à toutes les sauces, ce truc de groupe sanguin et de Rhésus. Donc surtout, il n'y a que quelques notions à savoir, connaissez-les et essayez même de vous poser un moment sur le QCM, 5 petites secondes. 5 petites secondes parce que c'est des QCM à points faciles. Alors la 3C, la bonne réponse était la D. QCM5, donc concernant la thrombopénie immune primaire, qui est aussi appelée purpura thrombopénique immunologique, quelles sont les propositions exactes? La A, oui, je suis exact. La E aussi, je suis d'accord, mais il en manque une. La C, ouais. Il faut savoir que le PTI ou le TIP est un diagnostic d'exclusion, c'est-à-dire que c'est vraiment le diagnostic qu'on ira donner une fois qu'on aura éliminé tout ce qui est possible. Enfin, toutes les autres causes de thrombopénie. Donc, du coup, les bonnes réponses, c'est la A, la C et la E. Alors ouais, ça apporte aussi un autre petit nom, le TIP, le thrombopénie immune primaire. Sachez que du coup, c'est la même chose que le PTI, purpura thrombopénique immunologique et plus idiopathique, attention. Alors Romane, si tu veux, je reviendrai après sur comment se passe la notation des points le jour du concours. En effet, c'est une question qui est quand même pertinente de savoir comment est-ce qu'on est noté. Donc la question 6, quelle est la proposition exacte concernant les solutés de remplissage? La A, la E, oui, c'est bon. La C, la E aussi. Donc du coup, quelles sont les bonnes réponses? La A, la C et la E. Donc les cristalloïdes, c'est eux qui ont le plus faible pouvoir d'expansion volémique, contrairement aux colloïdes. L'albumine, c'est un soluté de remplissage de type colloïde. La gélatine peut interférer avec la lecture des groupes sanguins, c'est vrai. L'HEA est obtenu pas via le plasma, du coup. Elle n'est pas naturelle, il n'y a que l'albumine qui est obtenue via le plasma. Et l'une des indications des solutés de remplissage est la déshydratation extracellulaire, c'est totalement vrai. Donc les bonnes réponses, c'était la A, la C et la E. La question numéro 7, concernant les propositions parmi les propositions suivantes concernant la warfarine, indiquez celles qui sont ou est exactes. La B et la E. Ah, t'es tombé dans le piège. C'est la B et la C qui sont exactes. Pourquoi la E est fausse? C'était réductase, oui, et pas oxydase. Attention, piège très classique du concours. Donc la A est fausse parce que bien sûr, elle est fortement liée à l'albumine, comme tout AVK. La surveillance biologique s'effectue par le TQ exprimé en une INR.
Elle est phétotoxique, c'est pour ça qu'on ne la donne pas aux femmes enceintes. Les manifestations hémorragiques sont une complication très fréquente du traitement et d'ailleurs, il faut beaucoup sensibiliser les patients lors des entretiens pharmaceutiques. Et elle n'inhibe pas la vitamine K oxydase, mais réductase. Donc les bonnes réponses de la 7, c'était la B et la C. Question numéro 8. Concernant les mécanismes d'hématotoxicité, quelles sont ou est les propositions exactes? La A et la C, ce sont des bonnes réponses, mais ce n'est pas tout. La A et la E sont aussi des bonnes réponses, mais ce n'est pas tout. A, C, E, on s'en rapproche, il me manque encore une bonne réponse. La D aussi, oui. Le sel d'or, c'est un mécanisme de toxicité de type auto-immun. Donc voilà, l'item toujours oublié des personnes, c'est l'item, si je ne dis pas de bêtises, des toxicologies systémiques, pneumo, cardio, etc. C'est là-dedans que vous trouverez les bonnes réponses. Donc en fait, on a deux types d'hématotox, celle qui est directe, c'est-à-dire que le médicament induit directement la lyse ou l'apoptose de la cellule ciblée, ou une qui est indirecte, qui va utiliser en fait le système immunitaire. Du coup, j'irai vérifier pour la E, parce que vous me mettez un doute. J'irai revoir mes cours. Vous en faites pas, et si jamais c'est un erratage, je le corrigerai. Qu'est-ce que tu disais? Et du coup, l'indirecte, elle, va être vraiment médiée par le système immunitaire. Donc avec, on va trouver le côté auto-immun, aptène, complexe, etc. Et du coup, là, C est vrai. En fait, c'est vraiment par dose indépendante pour la toxicité indirecte. Donc les bonnes réponses, c'est A, C, D, E. Pour la E, j'irai quand même revérifier dans mon cours, parce que du coup, vous m'avez mis le doute. Donc si jamais il y a un errata, vous n'en faites pas, j'irai le corriger. Et je ne le compterai pas sur vos copies aussi. QCM 9, c'était quelles étaient les étiologies de la CIVD? Donc ça, question très classique du concours, et tout était bon. On aurait pu rajouter aussi la lame 3, par exemple. Donc là, toutes les réponses étaient les bonnes. Donc dedans, on va retrouver les tumeurs solides métastasées, certaines cancers onco-hématologiques. Côté infectieux avec la palustre, tout ce qui est chirurgie, tout ce qui est circulation extracorporelle, les hématomes, des hémorragies au moment de la grossesse, etc. Alors Alizé, j'irais peut-être regarder côté médecine, je pense qu'il doit y avoir des phrases mnémotechniques pour retenir toutes les étiologies. J'irai regarder quand même chez eux. Parce que je sais que c'est des gros fanats. Question 10. Les caractéristiques des produits sanguins labiles sont A, D, E. Gaspard, totalement raison. Alors, les produits sanguins labiles sont sous le champ de l'hémovigilance. Surtout, faites hyper gaffe parce qu'ils vous piègent tout le temps dessus entre les produits sanguins labiles, l'hémovigilance et les médicaments stables dérivés du sang qui sont sous la responsabilité de la pharmacovigilance. Donc, leur durée de conservation est beaucoup plus faible que les médicaments dérivés du sang. Ils ne sont pas issus d'un pool de plasma, ça c'est les médicaments dérivés du sang qui le sont. Ils sont distribués par l'EFS, qui d'ailleurs va gérer tout de A à Z, c'est-à-dire qu'elle récupère le sang, elle le traite, enfin elle fait tous les traitements, elle le stocke, elle le distribue. Et ils sont forcément déleucocytés avant utilisation, parce que si jamais vous ne les déleucocitez pas, vous allez avoir des effets indésirables, des transmissions, et dedans, dans les effets indésirables, on a tout ce qui est transmission virale, allo-immunisation. Donc
Toujours, toujours, et maintenant, ils sont systématiquement déleucocytés. Donc, les bonnes réponses étaient la A, la D et la E. QCM11 concernant les polynucléaires neutrophiles, parmi les propos suivantes, lesquels sont exacts? Oui, tous les PCL sont déleucocytés. Alizé, tu me dis la A, la C, la E. Oui, c'est exact, mais il m'en manque une. La B aussi. Et il faut savoir qu'ils jouent un rôle quand même assez important dans l'inflammation avec la perméabilité capillaire. Donc les bonnes réponses étaient A, B, C, E. La D est fausse parce qu'on ne retrouve pas le récepteur des fragments variables des IgG, mais le fragment constant. Donc, concernant les greffes des cellules souches, quelles propositions sont exactes? A, C, D, non. A, C non plus, C, D non plus. La D, oui. Oui, la D est vraie. La A et la D sont vraies. En effet, c'était ça les bonnes réponses. Alors, le recueil des cellules souches périphériques se réalise après mobilisation par un facteur de croissance seul ou en association avec une chimiothérapie, c'est tout à fait exact. On utilise les GCSF, plus ou moins avec une chimio, donc le melphalan par exemple. Suite à une autogreffe, le patient sera mis sous immunosuppresseur. Il n'y a pas besoin d'être mis sous immunosuppresseur. Suite à une autogreffe, c'est via les allogreffes qu'on le fait. Le GVL est visible dans une autogreffe. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de GVL et il n'y a pas de GVHD non plus lors des autogreffes. Par contre, lors des allogreffes, on les a. Le GVL est hyper bénéfique pour l'allogreffe et d'ailleurs, c'est l'effet qu'on recherche. Mais le problème, c'est qu'avec l'allogreffe, on a le GVHD qui est la complication majeure et qui peut faire que le patient peut mourir. Donc, il est possible d'effectuer une allogreffe dans les hémoglobinopathies, oui. Alors, il faut savoir que c'est possible, mais que ce n'est pas un traitement de première attention parce que c'est hyper compliqué quand même de trouver un patient compatible pour l'allogreffe. Et la principale complication de l'autogreffe, c'est la VHD. C'est la principale complication de l'allogreffe. Alors, EM, pourquoi avec le melphalan? On utilise melphalan et la cyclophosphamide. C'est les deux chimios qui sont utilisés à forte dose pour faire une aplasie. Alors, pourquoi eux et pourquoi pas les autres? Je dois t'avouer que je n'en sais trop rien. Je ne sais pas si c'est quelque chose d'historique parce que c'était les premiers, plus ou moins les premiers qu'on avait sur le marché. Ou pas. Bah non, on ne peut pas faire d'autogreffe du coup pour les hémoglobinopathies. En fait, l'autogreffe, c'est vraiment, je prends les cellules de mon donneur, mon receveur est la même personne. Donc, je ne peux pas prendre des cellules qui sont peut-être pas bonnes pour aller les réimplanter. Le but, c'est vraiment de prendre des cellules saines, de faire une aplasie. Comme ça, boum, tu détruis tout le système immunitaire de ta personne et tu lui mets des cellules, entre guillemets, saines. Comme ça va pouvoir recoloniser le tout et faire des belles cellules sanguines. Alors, la GVL, c'est l'effet bénéfique. Donc, en fait, c'est quand la greffe va s'attaquer... je sais pas comment l'expliquer en termes simples. En fait, c'est quand le greffon va pouvoir s'attaquer bénéfiquement à l'hôte. C'est-à-dire qu'on va avoir des cellules, c'est les leucocytes, qui vont pouvoir aller... qui vont être bénéfiques pour le patient. Mais en contrepartie, c'est qu'ils peuvent aussi être maléfiques pour le patient et c'est le côté de la GVHD dans les greffes. On n'est pas obligé d'avoir des immunosuppresseurs en post-greffe chez l'allogreffe, dans le cas d'une allogreffe. C'est vraiment que dans le cas d'une attends, je suis en train de me perdre. Dans l'allogreffe, on est bien sous immunosuppresseur après la greffe. Sous l'autogreffe, on n'est pas sous immunosuppresseur après la greffe. Ce n'est pas nécessaire. Comme une greffe, oui, ça va être à vie. Excuse-moi. Oui.
J'ai une question, je pense que c'est la même qu'un des autres participants. C'est concernant l'item A. En fait, moi, je l'avais mis faux parce que, à cause de la fin de l'item qui dit en asso avec une chimiothérapie. Parce que quand tu fais le recueil, tu utilises d'accord le facteur de croissance, mais je comprenais pas pourquoi tu fais une chimio pour recueillir. La chimio, elle se fait après le recueil, non? Genre, Pourquoi Enfin, je sais pas si tu as compris ce que je veux dire. Ouais, je pense avoir compris. Pourquoi tu voudrais faire une chimio après le recueil? Parce que tu sais que quand tu donnes tes cellules souches, tu es un donneur sain. Du coup, pourquoi tu voudrais faire une chimio chez un donneur sain après avoir recueilli ses cellules souches? Mais en fait, dans tous les cas, cette histoire de chimio, elle me perturbait que ce soit avant ou après, etc. En fait, je Je vois comprends pas. pas l'étape. En fait, quand on fait un recueil de cellules souches périphériques, donc on le fait chez un donneur sain qui est majeur, c'est un prélèvement qui est 100% ambulatoire, et 5 jours en fait avant la greffe, enfin avant le recueil, pardon, on va mobiliser les cellules. Donc pour pouvoir le faire, soit on utilise les facteurs de croissance Oui. seuls, donc le filgrastim et le lénograstim, soit on peut l'associer avec une chimiothérapie de mobilisation. Donc dedans, on a le melphalan et la cyclophosphamide. Ça, en fait, c'est le protocole pour la mobilisation des cellules souches. Parce que ça va permettre qu'elles aillent dans le sang et qu'on puisse après les récupérer par abord veineux. Ok, mais c'est juste que, ouais, en fait, moi, je trouvais ça contre-intuitif de dire on va utiliser un truc qui va détruire tes cellules pour justement les recueillir, tu vois. Bah, là, vraiment, le but, c'est vraiment en fait qu'elles soient plus dans la moelle et qu'elles dégagent dans le sang. Et ces deux chimios-là permettent de le faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle chimiothérapie de mobilisation. D'accord, ok. Merci beaucoup. Donc, du coup, en fait, mais ça dure pas très longtemps. Ça dure 5 jours la mobilisation. On va pas traiter le patient pendant 18 ans, quoi. C'est vraiment juste pour le recueil. On fait le traitement. Toutes les cellules partent dans la circulation. Enfin, toutes les cellules. D'accord, Des cellules partent dans la circulation. On les récupère. ok. Merci beaucoup. De rien. Alors, du coup, chimio, c'est chez un patient sain. Oui, oui, on fait une chimiothérapie de mobilisation. Il faut savoir que c'est la première intention, c'est les facteurs seuls, ou facteurs seuls et cyclophosphamide, ou melphalan et facteur de croissance. Et qu'en deuxième intention, on a le facteur de croissance avec le plérixafor. Donc, c'est l'inhibiteur de l'axe CXCR4-CDF1. Donc ça, c'est les protocoles mis en place. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas, j'avais fait un cours et une fiche de synthèse qui sont dans le drive. Si jamais vous voulez aller regarder cet item-là. Alors, mais on ne peut pas le faire chez les patients. Alors du coup, le principe de l'autographe, si vous voulez, je peux revenir dessus. Donc on va faire un traitement qui est cytoréducteur, donc avec plusieurs cycles de chimiothérapie. Après ça, on fait une phase de mobilisation pendant 5 à 6 jours. On prélève les cellules souches, on les congèle. Après, on fait ce qu'on appelle un conditionnement, qui est myélo-ablatif, donc chimiothérapie aplasiante, cette fois-ci à très forte dose, enfin avec plus ou moins de la radiothérapie. Et après, on va réinjecter le greffon en IV, donc 24 à 48 heures après la fin du conditionnement. Est-ce que pour le coup, c'est OK? Et du coup, ça, c'était l'autogreffe. L'allogreffe, on va faire un bilan initial, donc tout ce qui est compatibilité HLA, sanguine, sérologie, ECG, radio. On va conditionner le receveur. Donc, myélo-ablative, donc c'est toujours la chimiothérapie à forte dose, donc tout ce qui est avec agent alkylant, les toposites, la cytarabine. On peut utiliser les radiations et le sérum anti-lymphocytaire, et on va mettre le patient dans une chambre stérile et on va le décontaminer de façon digestive pour prévenir des infections. Une fois que tout ça c'est fait, on l'a conditionné. Là, on va pouvoir prélever le donneur, faire un contrôle qualité et le traitement du greffon, et après réinjecter le greffon, donc 24 à 48 heures après la fin du conditionnement. Mais ça, pareil, c'est aussi dans la fiche de cours. Si vous voulez aller la voir.
Bah, du coup, après, si vous n'avez plus de questions, moi, personnellement, j'ai terminé la correction. Sachez que je vais vous donner la correction détaillée dans le Drive, donc vous en faites pas. Je vais aussi rajouter des petits trucs sur l'HPV, comme ça je vous fais un petit rappel rapide des recommandations à l'heure actuelle. Et je vais aller regarder pour le QCM qui posait problème, si je me suis bien trompée ou pas. Du coup, les cols de l'an dernier, je vais vous donner le lien si vous voulez les refaire. Je vous invite à les refaire. Vous allez voir, vous allez bénir la colle sur les IST, parce que la première, c'était vraiment... Je m'étais trop lâché l'an dernier, je crois. Donc ça, c'est le drive avec toutes les cols de l'an dernier. N'hésitez pas à les faire et à les refaire. Il y a les corrections détaillées dedans et il y a le classement si vous voulez vous situer par rapport aux autres. Et le lien du drive de cette année, je l'envoie sans aucun souci. Bah, du coup, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si jamais il y en a d'autres, que ce soit côté méthodo et tout, j'ai encore quelques minutes à vous accorder, donc n'hésitez pas à les poser. Notamment Romane, je ne sais pas du coup si tu veux que je revienne sur les notations des QCM. Bonne journée à tous et bon courage. Et ce soir, pour ceux qui veulent, il y a la conférence sur les infections de la femme enceinte avec Charlène et JP. Bonne journée. Du coup, il n'y a plus d'autres questions. Bah, du coup, j'arrête la conférence ici. Bonne journée à tous et bon courage.